ça m'est indispensable. Toucher de la terre, c'est indispensable. C'est un bonheur de faire un trou dans la terre, mettre une graine et attendre que ça pousse, c'est formidable. Semer. Je me promène, j'aime bien sentir les odeurs, j'aime bien... chaque fois que j'en ai l'occasion, j'y vais. Oui, je me sens apaisée, parce que c'est du vivant qu'il y a autour de nous. D'abord se ressourcer sur la nature et puis faire autre chose, quoi, parce que j'aime bien la compagnie, j'aime bien apprendre des choses nouvelles. Enfin, Moi, j'ai envie de planter quelque chose. J'ai besoin de toucher la terre, j'ai besoin de faire, de voir. Le besoin, je sais pas, on a eu un besoin de nature, un petit truc qui s'est vraiment par rapport à cette vie qui était bétonnée et tout, qu'on avait besoin d'arbres, de fleurs, de beauté. Parce que c'est la passion. De voir pousser les plantes, c'est la nature, quoi. Après, je suis bien fatigué, je suis en colère, mais ça fait rien. Parce qu'il faut le faire. Hein. Et à mon âge, si je reste à la maison sans rien faire, il me semble que je suis inutile, quoi. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je travaille. Ça a toujours été ça, mon trip. Arriver à faire pousser une plante, trouver ce qu'il lui faut, la nourrir, c'est un être vivant. Alors ça demande beaucoup de patience et d'abnégation, je pense, parce qu'un bon jardinier, on récolte rarement ce qu'il sème. Et là, on ne maîtrise plus rien. Et donc le contrôle, si on arrive à reprendre un petit peu de contrôle, un petit peu de persévérance, de patience et de confiance en soi, on arrive à avoir la main verte. Montrez-moi vos mains, toutes les deux. Elles sont tout à fait normales. Mais elles sont tout à fait vertes. Elles sont tout à fait blanches. Quand je suis venue là au jardin partagé, je ne savais pas que j'allais... Tout de suite, je me suis replongée en arrière. J'ai revu ma mère. Elle tirait l'eau du puits avec un seau et une corde. Et j'ai toujours en tête cette image de ma mère qui tire l'eau du puits. Il fallait se pencher et puis qui arrosait parcimonieusement tous ses semis et tout. Et enfin, moi, je me suis mise à toucher la terre et j'avais l'impression que je perpétuais justement quelque chose. Et j'ai ressenti une paix, je n'aurais jamais cru ressentir cela. Une paix et une joie à semer les graines, un vrai bonheur. Et je me suis dit, j'ai peut-être compris à ce moment-là ce que ça pouvait représenter pour ma mère et puis pour tous ceux qui jardinent. Chaque semaine, à Montpellier, des individus s'adonnent à un drôle de rituel, celui de mettre les mains dans la terre. Parmi eux poussent diverses variétés, des urbains, des ruraux, des natifs d'ici, d'autres d'ailleurs, des apprentis, des initiés. Leur point commun, une envie de partager autour du jardinage. Poussés par la curiosité, nous les avons observés et questionnés. Chacun à leur tour, ils nous ont promenés dans les souvenirs de leur enfance, de la campagne à la ville, des jardins ordonnés aux friches urbaines. Des moments privilégiés, des instants gravés, partagés ici pour le plaisir d'être dégustés. Alors moi, je suis née dans l'Aveyron. Le lieu d'habitation, c'était une grande maison à la campagne. C'est les 4 saisons. C'est vrai que là, à la campagne, on est en pleine immersion. On voit le givre sur les fenêtres. Puis on voit aussi les belles toiles d'araignée qui sont pleines de glace. Et puis l'été, c'est les cerises. Alors on met des draps blancs, on accroche des petits crochets et des paniers dans les branches d'arbres. C'est vraiment la récolte, le plaisir des confitures. Et surtout, on achetait le chapeau de paille, généralement, et qui nous servait vraiment parce que c'est vrai que nous, enfants, on travaillait beaucoup. Pour nous, c'était un plaisir. C'était des corvées sans être des corvées, parce que c'est vrai que c'était aussi un plaisir que d'aller prendre son sarcloir et d'aller sarcler un petit peu pour ramasser les pommes de terre nouvelles que ma mère faisait cuire tout aussitôt. On mangeait très 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 bien, quoi, tout le temps.
Je crois aussi que c'était un moment où l'enfant qu'on était devenait important. C'est-à-dire que c'est un partage à deux, un dialogue qui n'est pas associé justement à des corvées, à un travail à faire, mais à une transmission. C'était notre univers, c'était notre petit paradis. Et là, en même temps que je vous parle, c'est vrai que je suis repartie là, dans cette maison du Tarn à laquelle j'étais très, très attachée. On était vraiment très, très près de la nature. Moi, j'ai encore des souvenirs très vivants de toute cette époque. Dans tous ces souvenirs, le corps est très, très engagé à la campagne. Tout ce travail-là, c'est vrai que c'est resté très présent, très vivant, même à 64 ans. Moi, je suis né en Algérie, en Kabylie. Je suis né en 1947. On avait plein de maisons en pierre. De là, on avait un jardin autour de cette maison qui partait en femmes. Par exemple, carottes, navets, persil et tout de suite. Et puis les hommes, ils font des blés, d'haricots, des petits pois, tout ce qui est. Et avec tout ça, ils vivent à l'année dans leur récolte naturellement. Par exemple, le blé, on garde par exemple 200, on voit des parcelles, quoi. Donc c'est bien qu'il y a 100 kilos pour l'année d'après. Puis c'est une machine sans fin, voilà. On a toujours quelque chose à faire. Je me souviens de tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a appris. En fait, on l'apprend tous les jours parce qu'on est c'est quotidien, de la grange jusqu'à l'assiette, quoi. La nature, pour nous, c'est quotidien, quoi. On vit dedans, en fait. C'est grâce à ça, et tout ce qui nous fait vivre, il vient de la terre, Je suis né dans une région bien loin d'ici, puisque je suis né dans la région du Nord, et dans le bassin minier du Nord. Ma maison, avec mes parents, c'était une maison qui appartenait à l'entreprise où mon père travaillait. Elle était d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise, avec un grand jardin qui devait faire, 500, 600 mètres carrés. C'est qu'il y avait effectivement une grande citerne et une pompe qu'il fallait amorcer, qui était une pompe en fonte, et avec un grand bras, et il fallait remplir les arrosoirs. Et c'est pratiquement l'une de mes premières tâches lorsque j'avais 5 ans, une tâche que me confiait mon père pour jardiner. Et donc dans ce jardin, c'était extraordinaire parce que c'est une terre du Nord, donc c'est une terre riche, elle est noire, elle est grasse, elle est productive. Et donc tout ce qu'on plantait donnait des résultats absolument fabuleux. Donc on avait des poireaux immenses, on a fait des betteraves rouges extraordinaires. Alors ça devait tenir au talent de mon père, mais ça tenait aussi à la qualité de la terre. Moi, j'ai 2 souvenirs de légumes magnifiques. C'était des salades, des laitues extraordinaires. Là aussi, je me souviens du nom des graines. C'est des grosses blondes paresseuses, ça s'appelait. Tout un programme. Je me souviens même du nom des graines de haricots verts que je plantais. C'était des noix hâtives de Belgique. Alors, mon père m'a très vite, et mon grand-père aussi d'ailleurs, m'ont très vite associé à la culture. Alors, ils ont commencé par me faire planter des choses très, très simples, comme des haricots verts, par exemple. Assez rapidement, j'ai été chargé de planter les pommes de terre. Mais comme j'étais pas assez costaud, c'est mon père ou mon grand-père qui les butait. Et petit à petit, donc, j'ai appris aussi à me servir de la houe et des outils de jardin. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris goût au jardinage. Et c'est une longue tradition puisque mon grand-père était mineur de fond. Et donc, lui vivait dans ce qu'on appelle les corons. Donc, ce sont des petites maisons qui sont alignées le long d'une rue, dans lesquelles on logeait les mineurs à l'époque, et étaient attribuées à chaque maison dans les corons un lopin de terrain qui avait plusieurs vocations. La vocation, c'était surtout d'améliorer l'ordinaire du mineur. Donc, ça avait une vocation productive de subsistance. Ça permettait de manger des légumes frais. Et ça avait d'autres avantages moins avouables peut-être. Ça évitait que l'alcoolisme ou des choses de cette nature s'installent dans les corons. Ça occupait les mineurs et ça créait le lien social qui était important dans cette communauté.
Moi, je suis née dans l'Aveyron et j'habitais une maison aussi, avec un rez-de-chaussée, un premier étage. Devant cette maison, il y avait un parterre de fleurs, il y avait des pensées, des violettes, et puis il y avait un peu de pelouse. Et derrière, il y avait le jardin, où on avait des carottes, des poireaux, des tomates, des haricots verts, de la ciboulette, de la menthe. Et derrière, il y avait un tout petit ruisseau, tout petit. Et derrière ce ruisseau, bon maintenant après ça s'est vendu, mais avant il y avait un champ avec des vaches. Et ces vaches-là, moi des fois l'été je sortais parce qu'au fond, à côté de ce petit ruisseau, on avait des framboises, des groseilles, des cassis, et des fois j'allais manger des fruits et j'écoutais les vaches qui étaient en train de manger de l'herbe et de ruminer. Et comme il y en avait beaucoup, ce bruit m'a toujours marqué et je ne l'ai jamais réentendu. Et le souvenir que j'ai aussi l'hiver, c'est que moi j'aimais la soupe à l'oignon. Et quand je sentais l'oignon roussi dans le couloir, mais je faisais des sauts de joie parce que je me disais chouette, ils ont été au jardin, ils n'ont pas pu déterrer les légumes parce qu'ils s'étaient gelés, et donc ce soir on aura de la soupe à l'oignon. Et puis j'aimais aussi les pissenlits qu'on faisait avec du lard blanc. Et puis j'aimais les repunjus. Je crois que c'est les asperges sauvages. Et puis les petits, on appelait ça les tanous, c'était les petits choux sauvages aussi. Des gratte-culs, on a mangé un peu sur le pied, et des prunelles aussi. Il y avait des petites haies au bord des routes aussi, où il y avait des pérousses, des poires sauvages. Et puis des petites pommes aussi. C'était un plaisir. Bon, la nécessité, c'était vrai qu'on n'était pas très riches, on n'était pas riches même d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on allait chercher les légumes dans le jardin pour faire la soupe. Mon père était marchand de paille et fourrage à l'extérieur de la ville où j'habitais. Il y avait un immense potager, mais c'était un jardin utilitaire. Je pense pas qu'on ait jamais cultivé de fleurs, ça ne servait à rien. Ça se mangeait pas. Je crois que la vie était beaucoup plus dure et je crois qu'on ne gâchait pas son temps à des superflus parce qu'on n'en avait pas le temps. Le jardin de l'enfance revêt un caractère ambivalent. Synonyme de corvée et de survie pour certains, il reste malgré tout un lieu empreint de poésie, laissant place avant tout au plaisir des sens. C'était un grand terrain qui devait faire dans les 1500-1600 mètres carrés. Et sur ce terrain, il y avait 2 maisons, une pour ma grande-tante, et une pour ma grand-mère, les 2 belles-sœurs. Alors elles avaient des goûts très différents au niveau du jardinage. Il y en a une qui n'aimait que les arbres et l'autre qui n'aimait que les fleurs, c'était ma grand-mère. Et elle adorait tout ce qui était pivoine. Moi, l'amour des pivoines, c'est elle qui me l'a transmis. Les roses trémières, enfin des fleurs opulentes, assez décoratives, assez magnifiques. Et mon grand-père, qui a disparu assez vite, c'était lui qui faisait le potager. Avec ses rangs d'oignons, je me rappelle, oignons, pareil, les butées, les fraises, les groseilles. À travers ce jardin, ils m'ont transmis le goût de manger de la terre, de manger des escargots, de chasser les limaces, d'arracher les mauvaises herbes, ça c'est sûr. Ou d'en laisser certaines comme les graminées, quand c'était joli comme feuillage. Un certain goût d'esthétisme, voilà. Il y avait de tout. En fait, c'était une tradition de la guerre, je pense. Et en fait, de cette économie de subsistance, disons, de guerre un petit peu, ils avaient appris à avoir quelques légumes, quelques fruits, quelques arbres. Et puis je me souviens que la passion des fleurs, c'était venu, je pense, en réaction à toutes ces années d'austérité. Alors je suis née en 1948, en Algérie, à 35 km d'Alger, dans un petit village qui s'appelait Boufarig. Les légumes, les fruits étaient très bas en prix et donc il n'y avait pas besoin d'avoir un jardin. On avait un petit jardin quand même. Ma mère consommait énormément de citrons, donc on avait un citronnier. Et mon père avait une adoration pour sa mère et il plantait des chrysanthèmes. Et par contre, donc, comme j'ai vécu la guerre d'Algérie, dans le jardin, par miracle, avaient poussé des blettes sauvages. Et ces blettes sauvages nous ont sauvé la vie parce qu'on ne pouvait plus sortir. Il y avait des attentats terribles. J'ai mangé ces blettes sauvages à tous les accompagnements. Et on a survécu grâce à ça parce que c'est quand même riche en fer, c'est riche en beaucoup de choses, les bêtes sauvages. Ah, ce deuxième jardin d'enfance, c'est le jardin de l'école des filles de Saint-Mandrier. Et là, il y avait donc les potagers. Le potager que mon grand-père régulièrement venait inspecter.
Et moi, j'étais désespérée parce que moi, je n'attendais pas que les carottes aient poussé. Je les déracinais, je les mange. J'avais inventé les mini-légumes avant la lettre. Voilà. C'était la gourmandise là qui nous faisait marcher. Et je me souviens que la première rédaction que j'ai écrite et qui a été lue en classe, c'était l'impression de mon jardin après la pluie. Les odeurs, les couleurs et tout. Je pense que j'avais su trouver les images pour faire ressentir mes propres sensations. Mais je suis pratiquement née dans un jardin, dans un parc, disons, les quartiers extérieurs de Montpellier, du côté de la Valette. Et j'y repense encore. Hier soir, je refaisais le tour des arbres, des jardins. C'est resté gravé. Une petite maison des années, peut-être, pas des années 30, un peu avant, certainement, 25 par là. Avec un perron, une terrasse, un arbre de Judée d'un côté, un rosier Banks de l'autre. Et puis tout le tour, d'un côté une petite vigne, de l'autre des oliviers. Et puis un énorme cèdre devant la porte. Et une allée d'amandiers, la pinède, on disait la sapinière, tiens, maintenant que j'y pense, on disait pas la pinède. J'étais petite alors, et ma grand-mère était infirme, donc elle ne pouvait pas venir avec moi. Et comme elle connaissait le parc par cœur, elle me criait d'un endroit à l'autre quand je lui disais « il y a une fleur de telle couleur, oui, c'est une anémone, il y a une autre comme ça, ah, c'est un iris ». J'y faisais ça, voilà, je faisais le tour, pour moi, un parc, un jardin, c'est ça. C'est celui où je suis née. Donc pour moi, ce coin-là, c'est toujours quelque chose de cette emblématique. Quand j'y passe, c'est plus fort que moi. Alors je me faufile parce que maintenant il y a une barrière, on ne peut pas rentrer. La maison où je suis née a été démolie, il y a un immeuble. Mais ça n'empêche pas que je vais me mettre devant puis que je regarde le cèdre. Là, et puis voilà. Et c'est net, c'est clair, tout ça. Oh là 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 là. Ça me fait un retour en arrière. Agréable et désagréable. Pas désagréable, émouvant, disons. Employons le bon mot. Moi, je suis née en Espagne, dans un jardin. Ma ville était un jardin. Le petit village de pêcheurs où je suis née a un nom de fleur qui s'appelle la Malvarosa, entre la mer et les jardins. Et ça appartenait à un parfumeur français qui a acheté tous ces terrains pour en faire une plantation de Malvarosa, c'est-à-dire le géranium odorant. Et donc, moi, j'ai pas eu de jardin, j'ai eu le jardin pour moi toute seule. C'était le jardin de ce monsieur qui appartenait à tout le monde, quoi. C'est vrai que lorsque vous avez évoqué l'autre jour les jardins de l'enfant, j'ai cherché dans ma mémoire et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as, toi ? J'ai que ça. Une toute petite bande où quelquefois il y avait des glaïeuls, où il y avait des choses comme ça, quoi. C'est tout. C'est la seule chose dont je me souviens. La nature, pour moi, c'était que des parcs en ville. C'est tout. Un espace où on pouvait respirer. Ça, c'est sûr. J'ai grandi dans la région parisienne, au milieu du béton. On a un peu de chance qu'il y avait des terrains vagues, donc un peu de nature. On voyait des arbres, on voyait un peu de nature, quoi. Heureusement qu'il y avait ça, qu'on allait jouer dans ce bout de nature. Je me souviens du prunier où je montais pour aller chercher des prunes. On mangeait même des prunes vertes. Parce qu'il fallait quand même les cueillir avant que les autres ils les piquent. Donc on les mangeait vertes. On était bien dans ce petit bout de nature. C'était intéressant d'observer avec des yeux de gamin, quoi. Avec l'envie d'apprendre des choses, tout simplement. Pouvoir avoir la chance d'observer, je sais pas moi, même des fourmis. Des oiseaux, c'est là que j'ai appris à reconnaître aussi bien un sansonnet qu'une mésange. Bon voilà quoi. La nature de ma jeunesse. Moi, je suis né à Lille, pas du jardin, je me souviens pas trop, sauf des élevages frénétiques, c'est-à-dire mettre les coccinelles dans des pots de confiture et leur donner de la salade. Ça a été une grosse occupation pendant un moment. Autrement, on était dans la ville. Et la distraction, c'était d'aller dans la ville, c'était pas d'aller dans la nature. Non, l'attrait était plutôt vers la grande ville, vers les grands magasins. Parce qu'il commençait à y avoir des magasins comme le Printemps, comme les nouvelles galeries, les machins comme ça. Donc là, l'attrait était là, vers la télévision. On n'en avait pas, mais il y avait des télévisions là, qu'on voyait. Avec le temps, que deviennent nos souvenirs et nos rituels d'enfants ?
Parmi nos jardiniers, certains ont continué à perpétuer les gestes appris, animés par la passion, la gourmandise ou le respect de la tradition héritée. Mais pour la majorité, la vie professionnelle et l'attrait de la modernité ont remisé odeurs, senteurs, rituels et pratiques dans le jardin du souvenir. Donc, quand le travail est là, le jardin, on y pense moins. À la maison, on n'avait pas le temps trop de... Après, j'ai attendu la retraite, quoi. Moi, personnellement, depuis que je suis adulte, je vis en ville, donc on ne pouvait pas trouver de travail sur place. Le travail, et puis, moi, je ne trouvais pas trop intéressant Enfin, il fallait quand même gagner sa vie, et c'était impossible à la campagne. Moi, mes parents n'étaient pas riches, ils travaillaient tout le temps, c'était un peu désolant. On est content parce qu'on a quitté la nature, parce qu'on avait marre, qu'on a trouvé la vie moderne, on était content. On a vu samedi dimanche, je vais au cinéma, on est content. Nous, on est sortis dans les montagnes, on n'a jamais rien vu, on n'a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision. Rien. Mais dans la vie qu'on a menée ici, en Europe, en France ou ailleurs, on n'a pas le temps de retourner dans la nature. Ouais, il se réveille le matin à la chaîne, 8 heures, sortez le temps, samedi, dimanche. C'est par marché. Et il reste 6 heures à rester couché. Et voilà, c'est tout. Voilà un être humain. Bon, on est rentré dedans, la télévision, tout de suite, la boulangerie, le pain il est bien chaud, il est bien cuit, on est content. Hein. Puis, moi, j'ai pu dire que la première fois que j'ai amené un sac de 25 kilos de couscous à ma mère, elle est contente. Ben, c'est tout facile, bien sûr. Lui qui le fabrique, bien sûr, il est content. Oh, allez, 3 baguettes. C'est maintenant qu'on le sait que c'est trop tard. On a perdu le temps, bien sûr, parce qu'on la connaissait, la nature. C'est maintenant qu'on le sait, la valeur qu'il a. Maintenant, comment on fait? D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Ça fait des souvenirs. Des jardins d'enfance racontés, il ne reste bien souvent que les souvenirs évoqués. Certains ont été abandonnés, pour d'autres, c'est l'urbanisation qui les a gagnés. L'observation des jardins sur quelques dizaines d'années nous invite à prendre le temps de s'arrêter et observer l'évolution de notre société. Les insectes, les oiseaux, il y en avait tout le temps, il y en avait partout. Il n'y a plus d'hirondelles. Oui, il y avait plein de vie. Et donc, je crois que les pesticides, ils sont pour quelque chose. Moi, j'ai planté un plant de courgettes il y a quelques années de ça. Il était beau, de belles fleurs. Impossible de les faire, d'arriver à avoir le fruit. Mais je dis, mais il n'y a pas aucune abeille, il n'y a rien, des papillons, j'en vois plus, il n'y a plus rien. Ah oui, des coccinelles, il y en avait beaucoup. Bola, bola, didao, douma, kehararakau. C'est-à-dire, on avait une petite coccinelle, on lui chantait une petite chanson pour qu'elle s'envole. Et finalement, je me suis rendu compte que ces insectes, il n'y en a plus. Les petites haies où il y avait plein de choses à l'intérieur, il y avait des murs, il y avait des prunelles, il y avait plein de choses, des gratte-queues, mais aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien, ils ont tout arraché. Et c'est vrai que ça ne nous permet pas de transmettre et de dire comme c'était bon. Moi, les bleds sauvages, dès que je vais me promener quelque part, je regarde combien d'endroits où je ramassais il y a 10 ans, 15 ans avec mes enfants, c'est bétonné. On construit des routes. La campagne libre, qui poussait toute seule, où personne ne mettait son nez. Le gros amandier en haut de la petite colline où tout le village venait se servir. C'était ça la vraie campagne. Je sais pas, j'emploie le mot vrai sans distinguer exactement ce que ça signifie pour moi. La vraie campagne, c'est en dehors des limites des villages et des villes, quoi. Ah, puis je crois que rien n'était clôturé. Non, puis il n'y avait pas de vol, j'ai le souvenir d'un tout petit terrain au bord de la rivière où ma grand-mère semait des pois chiches. On ne disait jamais, on nous a volé les pois chiches, ça n'existait pas ce truc-là. Ah non, ça c'est vrai. Dans le jardin potager, personne ne volait aller voler. Pourquoi faire, puisque tout le monde pouvait avoir un jardin potager. Vous voyez, j'ai souvenir, on allait... Ça ne devait pas être très loin parce qu'on était gosses, donc on pouvait pas aller à des kilomètres. Hein. On appelait ça la butte jaune et on y bâtissait des cabanes. Donc ça devait appartenir à personne, on faisait ce qu'on voulait.
Alors que je pense qu'aujourd'hui, ça ferait un véritable scandale si on entrait dans une propriété quelconque. Alors qu'à l'époque, tout le monde s'en foutait, on avait le droit de faire ça, ça gênait personne. Je les souvenirs d'un espace qui n'était pas clos. Et il nous fallait tout l'espace, hein. On pouvait aller dans les champs, dans tous les champs, on pouvait rôder partout. Liberté, on courait, on allait chercher des cèpes, des champignons, des châtaignes. On pouvait pénétrer dans les champs. Maintenant, c'est plus possible. Tout est barricadé, puis on a peur même. Le seul fait de dire lotissement, un lotissement, ça y est, crac, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Rien que ça, quand on a commencé à parler des lotissements, tu savais que tu étais dans ton petit coin et puis que tu y restais, quoi. Moi, je vivais dans un village, il y avait 3 fois rien. Il y avait juste une nationale qui passait en plein milieu. Oh, quelques petites maisons de chaque côté avec des prés. Derrière, la campagne était de suite là. Et bien aujourd'hui, ça y est, c'est une banlieue. Il y a de grandes surfaces, il y a des lotissements. Moi, je ne reconnais plus mon village, c'est fini. Et maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on se méfie avant de prendre quelque chose parce qu'on se demande si ça a été cultivé bio. On a peur parce qu'ils mettent tellement de produits. Toute mon enfance, j'ai mangé des poireaux sauvages cueillis dans les vignes. Et maintenant, j'ai voulu en manger une fois ici, j'ai été malade, donc j'ai dit plus jamais. Là aussi, c'est pas normal. Avant, non, avant on pouvait prendre les fruits dans les arbres et on faisait des sifflets avec les noyaux d'abricots. On n'avait que ça, de toute façon. On n'avait que ça. C'est ça le problème, c'est qu'on est tellement pris par autre chose maintenant. Mais ça, maintenant, à part en étant scout. Ça n'intéresse pas. Il faut que ou aller courir, les espaces verts c'est pour aller courir, ou je sais pas, faire du VTT, c'est faire quelque chose. Ça productif et vite fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puisqu'on arrive à faire pousser des légumes et des fruits sans terre. Alors là, pour moi, c'est pas tout à fait normal. Mais enfin, il y a quand même des ingénieurs qui font que la plante peut pousser, quoi. Je vais faire pousser un frisier dans de la mousse, c'est arrosé 5 minutes toutes les 6 heures. Et la plante, elle nourrit comme ça, quoi. C'est plus la nature, quoi. C'est forcé à la nature. Et l'homme, il cherche à produire plus et il détruit un peu. Les GM et tout ça ensuite, les creusements, mais tout, quand on voit la tomate, ils se ressemblent tous. Et tout ça, ça vient de l'homme. L'homme, il a détruit certains l'état qu'il a donné. Mais il a amélioré pour avoir avantage à lui. Mais bon... Et oui, et contrôle, il modifie la nature, en fait. Et depuis 50 ans, ça va tellement vite. Et c'est vrai que moi, j'ai 50 ans, les 50 ans de recul, je les ai sur cette nature-là. Et j'ai vu la pauvreté de ce qu'on met dans nos assiettes. On mange quoi? On mange chaque espèce de plante, pratiquement, avec quelques cultivars, pas plus. Et on a tellement une culture de l'instantanéité que c'est très profondément ancré dans la génération des petits-enfants en particulier. Et donc, ne comprennent pas effectivement qu'il y ait des saisons, qu'il y ait un rythme naturel pour que on est complètement décalé par rapport à la saisonnalité des produits. Nous le sommes déjà, alors qu'on a connu nos parents et nos grands-parents qui nous expliquaient qu'il fallait respecter les saisons. 2 générations après, eux, ils sont complètement perdus par rapport à cette saisonnalité. On veut tout de suite, et puis il y en a, donc voilà, c'est... Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère par rapport à ça. Mais on ne s'est pas rendu compte aussi que les supermarchés, quand ils sont arrivés, on nous vendait des produits avec des conservateurs. Et on a été pris là-dedans, on ne se rendait même pas compte. Et voilà, c'est pas la même vie aussi. Il y a plus de femmes qui travaillent qu'autrefois, et c'est toujours la course en fait. J'ai un de mes fils qui a les mêmes idées que celles que mes parents avaient. Mes autres enfants, souvent, c'est la facilité aussi. Souvenirs des jardins d'hier, questionnements et doutes sur les jardins d'aujourd'hui, mais optimisme pour les jardins du futur. Le constat d'un tournant de société est largement partagé par nos jardiniers. Je pense qu'on est parti d'une nécessité de faire un jardin, c'était de la subsistance. Je pense qu'après, on a eu une époque dite moderne où les gens se sont dit pourquoi en fait travailler sa terre puisqu'on peut avoir la même chose dans un supermarché pour un prix dérisoire.
Donc pourquoi en plus se fatiguer? Vaut mieux partir en vacances ou se mettre sur la plage. On a mis en place une société productiviste et on a été bien content de la trouver parce que ça a permis de nourrir les Français. Mais on est resté sur ce schéma-là, alors qu'aujourd'hui, la demande n'est plus là. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où tout était industriel, tout était nouveau, mais même nous, on préférait les yaourts qui étaient achetés avec des colorants artificiels, que c'était nouveau, et que, bon, il y avait le packaging, la publicité, tout le beans. Et maintenant, il y a un retour, il y a une conscience de ce qu'on mange, ça peut être très important. Bon. Donc, maintenant, on est informé, on a le choix. Et puis surtout, moi, ce que je trouve très positif et qui me fait avoir confiance en l'avenir, c'est les initiatives de plusieurs personnes qui sont jeunes, qui se regroupent, qui justement font le choix de revenir à quelque chose de manuel, d'artisanal, de bien fait, de ne pas aller vite et de payer le prix qu'il faut au lieu d'acheter beaucoup. Peut-être qu'on va réfléchir à acheter de la qualité, faire vivre les gens qui travaillent de leurs mains, qui transpirent. C'est un retour au bon sens. Pas jeter tout ça à la poubelle comme ça en disant c'est affreux. Donc il y a eu des bonnes raisons qui font qu'on a fait ça. Par contre, je pense qu'on est allé trop loin et qu'on se rend compte aujourd'hui de l'effet dévastateur de ce genre de technique. Et que donc on va revenir certainement à une production plus mesurée, plus respectueuse, plus vertueuse. Le virage est amorcé dans le sens inverse, avec les toits végétalisés, avec les murs végétalisés, avec les constructions, avec de nouveau des jardins partagés. On retrouve la convivialité, jardinage de mon enfance, quoi. Mais là maintenant, on fait le jardin en ville. Il y a beaucoup de nouveautés. On fait le jardin même à Paris, sur les terrasses, on fait beaucoup de jardins. À l'époque, on ne pense pas beaucoup, hein. Pas de conscience. Oui, c'était pas un sujet d'intérêt. Personne n'y pensait en ville. Hein, si ce n'est pour son confort personnel, le jardin, le plaisir d'avoir son jardin, voir une belle pelouse verte ou des belles fleurs ou je ne sais quoi, des arbres, hein, mais surtout pas à cultiver comme à la campagne. C'est un souci des responsables des villes de rendre la ville plus attrayante avec les espaces verts, avec la végétation, tout ça. Bon, ça n'existait pas avant. Dans la ville, il n'y avait pas de nature, il n'y avait pas d'arbres spécialement. Je dirais qu'il y avait des lampadaires. Principalement. Parce que de plus en plus, on produira localement, on produira en ville, avec des producteurs locaux. Ça va devenir une nécessité absolue. Ça l'est pas encore, mais bon, je pense que c'est vraiment une compétence qu'il faut acquérir dès maintenant et que j'espère bien transmettre à mes petites filles. Parce que je pense que c'est vraiment une compétence qu'il faudra vraiment avoir à l'avenir. Et que d'acquérir cette compétence, c'est vraiment une valeur d'avenir. Des savoirs tout simples, hein, mais le savoir, c'est quand même le milieu dans lequel on vit et qu'on fait partie de cette nature. On est vraiment intégré dans cette nature. Peut-être une notion dont on ne parlait pas tellement avant. C'était pas forcément un sujet de conversation, le jardin. Hein, tandis que maintenant, c'est un sujet de conversation. Mais voilà, je pense qu'il y a un renouveau des sentiments, que nous faisons partie d'un tout, et que ce tout, c'est un écosystème. On n'est pas le dernier maillon de la chaîne, mais presque, on est le super prédateur, quand même, il faut bien l'avouer. Et nous avons donc une responsabilité vis-à-vis des autres échelons, parce que ça fait partie d'un besoin qui est inscrit dans nos gènes. On est ce qu'on cultive, on est ce qu'on cueille, on est ce qu'on ramasse. Merci à vous deux. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Non. C'est agréable comme moment. Oui. Le sujet est agréable à parler du jardin, voilà, de la vie, c'est la vie finalement. La semence, la vie, si elle est dans une bonne terre, elle va pousser, elle va croître. Voilà. C'est extraordinaire ça, c'est extraordinaire.
Et quand je retournerai au jardin, je penserai à ce moment de partage ici, voilà, quand je retournerai voir. Un nouveau souvenir. Quand l'orage et le froid sont passés, que l'herbe a brûlé au gel de janvier, quand la terre refuse de boire la pluie et que l'arbre ne donne plus de fruits, alors enfin le ciel de mars s'éclaircit. La prairie triste et nue reverdit. La terre respire par les sillons nouveaux et les bourgeons gonflent comme s'emplument les oiseaux. Dès février blanchit l'amandier et la violette fleurit le sentier. As-tu vu pointer la jacinthe et s'annoncer la gaillarde peinte? Blondir les boutons de jonquille, naître les anémones qui se maquillent, les pérovskias bleus sous le givre et les baies rouges que mangent les grives. Tout ce qui bouge sous la terre, de chaque goutte fait son affaire et prépare pour nous un feu d'artifice, de couleurs, d'odeurs, de délices. Merci la pluie, la neige et le vent. Sans vous, y aurait-il eu un printemps ?